Bonjour à tous. Donc avec Sandra Glémé, on avait souhaité consacrer 30 minutes, hein, voire un peu plus si nécessaire, sur cette formation, ce certificat conformité qu'on a mis en place. Je crois que vous avez la possibilité de poser des questions en cours de route, hein, dans Conversation. Donc j'y répondrai soit au fil de l'eau, soit à la fin. Donc on va se partager la présentation avec Alexandra. Donc moi je vais plutôt faire la partie contenu intervenant, et puis Alexandra fera la partie plutôt logistique. Donc je suppose que tout le monde peut voir le support que Alexandra a partagé. Donc ce sur quoi on voudrait insister, donc alors le support, déjà c'est un certificat qui est destiné aux professionnels de l'assurance, qui veulent soit prendre un peu de hauteur ou développer leur expertise, ainsi qu'à des professionnels de la conformité qui auraient pris récemment leurs fonctions. Donc là, on ne s'adresse pas, j'allais dire, aux jeunes collaborateurs qui sortent de l'école, mais pas forcément non plus à des grands spécialistes de la conformité, parce qu'il y en a qui ont souvent des parcours très intéressants dans l'assurance, mais en dehors de la fonction conformité, qui ensuite rejoignent la fonction conformité, ou effectivement pour les personnes qui sont à la fonction conformité et qui souhaitent étoffer un petit peu leur background. Donc, je dirais que une force vraiment, et ce sur quoi je répondrai à vos questions, hein, mais ce sur quoi on souhaite vraiment insister, donc pour nous, à notre connaissance en tout cas, je dirais, c'est la première formation vraiment faite pour l'assurance, les mutuelles, les groupes de protection sociale. Donc c'est vraiment fait par des assureurs, entre guillemets, j'allais dire pour des assureurs. Donc ça, c'est vraiment une première chose qui est importante. On a trop souvent constaté qu'il y avait soit des formations, soit des enseignements, des cultures un peu trop bancaires, même s'il y a des choses à apprendre de la banque, on est d'accord. Donc ça, c'est vraiment qui fait l'originalité de cette formation, de l'Institut du Risk Management, c'est que c'est par des assureurs pour des assureurs. Donc dans le programme, page 3, et c'est ça dont je veux parler, je pense que c'est ce qui vous intéresse surtout, c'est on a essayé de construire un programme un peu en lien, je dirais, avec les enjeux qu'on constate. Donc vous le savez, nous, Deloitte, on a quand même accès à pas mal d'acteurs. Hein. Parmi vous, il y a des clients, donc puis on partage avec nos collègues. Donc on voit quand même pas mal de choses sur cette fonction conformité qui existe maintenant depuis le 1er janvier 2016 et qui maintenant est confronté à différents enjeux qu'on a essayé de mettre dans le programme. Donc, vous voyez, le programme est construit autour de 4 blocs. Donc, un premier bloc, je dirais qu'il y a un peu le cadre légal réglementaire, on est quand même obligé, on est d'accord de le connaître, mais aussi tout de suite le modèle organisationnel, le modèle opérationnel de la conformité. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà, on a une vision très opérationnelle de la conformité. Hein, donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, le sujet, c'est moins analyser les textes et les comprendre, hein, même si ça reste important, c'est surtout de mettre en œuvre, et de mettre en œuvre dans les lignes métiers, les lignes commerciales ou les services de gestion. Et donc, ça nécessite d'avoir des relais, de s'appuyer sur une filière, donc d'être en capacité de mesurer, enfin déjà de décliner correctement, hein, parce que parfois on décline, c'est pas assez ciblé métier, de décliner correctement, d'accompagner le changement, hein, donc pour s'assurer de la bonne assimilation des nouvelles règles par les métiers, et puis de contrôler la bonne application. Donc il y a des gros enjeux modèle opérationnel. Donc c'est intéressant de voir aussi dans ce premier bloc le lien entre les autres fonctions. Donc vous savez qu'il y a 4 fonctions clés. Donc avec l'actuariat, c'est peut-être celle où il y a le moins finalement de liens, mais il y a des liens très forts avec risque. Hein, d'ailleurs, parfois la conformité est attachée au risque et des liens aussi avec l'audit. Donc comment on travaille plus ensemble. Et là d'ailleurs dans la période Covid-19, on a tous vu qu'on pouvait aller quelque part vers encore plus d'efficacité, hein, en choisissant mieux les sujets, en travaillant mieux ensemble, en appliquant l'approche par les risques. Donc, et puis évidemment, dans ce premier bloc, un sujet sur l'ACPR. Donc, je ne sais pas s'il y a des participants de l'ACPR, et d'ailleurs, vous le verrez, je reviendrai après sur les intervenants. Évidemment, ils font partie des intervenants du programme. Bon, il faut savoir bien comprendre comment l'ACPR fonctionne, hein, comment ils procèdent quand ils viennent nous voir, hein, comment est-ce qu'ils formalisent, comment on peut se défendre, hein, c'est quoi les bonnes stratégies.
Ça me paraît très important. Leur niveau d'attente, leur niveau d'exigence qui a quand même augmenté pas mal dans le temps, et qui continue d'ailleurs à augmenter. Ensuite, on a un second bloc, c'est plus sur les missions de la conformité. Donc là, nous, ce qui nous paraît important, alors c'est vrai que vous savez, côté Risk Advisory, c'est vraiment l'approche par les risques, à savoir que la première démonstration qui est à faire, c'est où sont les risques. Donc où sont les risques de non-conformité. Pour nous, c'est vraiment un exercice, dans un premier temps, de carto, pas que, on est d'accord, on peut capter des informations par ailleurs, mais c'est vraiment où sont les risques de non-conformité. Pas la peine de, je dirais que si on est face à la CPR et que déjà sur la première question, où sont les risques de non-conformité, on a un petit peu de mal à répondre, je ne suis pas certain que ce soit intéressant pour eux d'aller vérifier comment finalement on essaie de les maîtriser puisqu'on ne les a pas localisés. Donc c'est vrai qu'il y a un travail important sur la cartographie. Alors c'est plus facile à faire quand il y a des outils de GRC, mais c'est pas non plus, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'est pas non plus très technique. Et il y a des sujets très intéressants puisque c'est facteur clé de succès, le lien entre les risques, les processus et les contrôles. Dans les missions, il y a évidemment le cadre normatif en centrale, mais en local. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. On est d'accord qu'une procédure centrale ne peut pas être envoyée telle qu'elle à des lignes métiers. Elle a besoin d'être déclinée, d'être transformée en mode opératoire, elle a besoin d'être expliquée et les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc il y a d'ailleurs aujourd'hui des vrais enjeux en disant, certes, tout n'est pas encore parfaitement appliqué par le terrain, mais est-ce que je ne peux pas déjà commencer moi-même à m'en remettre en cause en centrale? Est-ce que la façon dont je communique, la façon dont je passe des instructions, la façon dont je les formalise, est-ce que déjà là-dessus, je n'ai pas des choses à améliorer? Donc c'est vrai que ça revient encore avec cette histoire de filière, pour m'appuyer sur les relais, qui eux vont m'aider à décliner de manière opérationnelle. Donc ça, c'est effectivement capital. Dans le cadre normatif, il y a aussi évidemment le plan de contrôle, et c'est le facteur clé de succès entre la carto et le plan de contrôle, puisque c'est des résultats de la carto qu'on est capable d'identifier les risques nets, qui vont correspondre ou pas à l'appétence au risque du top management, et qui du coup vont me permettre de formaliser ma feuille de route de mise en conformité et de plan de contrôle associé. Donc ça c'est capital, D'ailleurs il faut vraiment que le lien soit fait de la carto jusqu'au contrôle pour montrer que le dispositif est clair, et la feuille de route pour le compliance officer, c'est pas un 20 mots parce que c'est quand même une fonction qui est exposée, très exposée. Donc il vaut mieux se retrouver, vaut mieux pousser un top management à formaliser une feuille de route, quitte à dire clairement, voilà, ce sujet-là on ne le verra pas cette année, on le verra dans 2 ans. Il y a la filière conformité, donc ça c'est un facteur clé de succès, vous le savez. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, notamment les liens hiérarchiques, les liens fonctionnels. On voit qu'on revient un peu vers les liens hiérarchiques. Donc ça, c'est le bras armé, entre guillemets, de la conformité. Nous, je vous l'avais dit, on avait l'occasion de faire des missions dans les lignes métiers, d'essayer de bien comprendre à un échelon soit national, soit international, leurs attentes vis-à-vis de la conformité. Et c'est vraiment des attentes versus, alors vous l'appelez le référent, le relais, le correspondant. C'est vraiment ça différent. Tableau de bord et reporting, donc ça c'est vrai, on souffre toujours un petit peu de ça, puisqu'on a, on ne peut pas dire, même, bon, je ne sais pas s'il y a des banquiers qui nous écoutent, certainement, il y a des banques assureurs, mais bon, ça reste quand même globalement toujours un petit peu, j'allais dire, décevant, tous ces tableaux de bord compliance. Je ne sais pas si vraiment ça permet de suivre les risques, donc on voit qu'on a tous des gros efforts à faire encore en termes d'indicateurs. Avec nous, on est sensible au sujet du conduct risque, dans la partie protection de la clientèle. Donc là, des indicateurs sur les outputs clients. C'est-à-dire, ça c'est extrêmement intéressant. C'est à un moment donné, je suis dans la protection de la clientèle. Concrètement, les outputs clients sont lesquels? Ce n'est pas qu'une notion de satisfaction de la clientèle et comment je les mesure. C'est un sujet qui est très intéressant. D'ailleurs, ça me permet de faire une remarque. Vous le voyez bien, alors on l'a vu déjà un petit peu en Angleterre, on le voit arriver sur la France. C'est qu'on a eu une longue période où on a plutôt proposé à la CPR, on a plutôt mis en avant vis-à-vis de la CPR, je dirais des frameworks, des dispositifs, mais un petit peu au détriment du résultat. Et aujourd'hui, on est plutôt à mettre en avant des outputs. Ceux qui connaissent bien la lutte anti-blanchiment, c'est le cas. Donc ce n'est pas tellement le dispositif que vous déployez, mais ce qui compte, c'est ce que vous avez réellement détecté. Et de la même manière, sur protection de la clientèle, effectivement, c'est bien d'avoir des politiques, c'est bien d'avoir des procédures, tout un tas de règles, mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est de mesurer les outputs sur le client. Est-ce que oui, tout à fait, il a pu changer de produit parce qu'on l'a dit, parce qu'on en avait un pour le même prix qui lui correspondait mieux, des choses comme ça, ce que les Anglais appellent value for money.
Donc ça, tableau de bord reporting, c'est intéressant. Le reporting interne-externe, on fait allusion QPC, QLB, mais c'est vrai que la construction des indicateurs, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'affaires, donc ça, c'est le bloc 2. Bloc 3, donc là, on essaie de rentrer, puisque là, jusque-là, si vous voulez, on était plutôt un peu dans la fonction, son organisation, ses outils, son cadre, son articulation avec les autres. Et là, on essaie de rentrer, alors c'est challenging, parce qu'il n'y a pas non plus 50 jours de formation, mais dans chaque sujet important, à part protection, même protection des données, c'est vrai qu'on l'a mis, donc on rentre dans chaque sujet, donc LCBFT, on consacre, je crois, plus d'une journée, protection de la clientèle, là, ça va être vraiment intéressant parce que conduct risk, c'est vraiment un sujet qui se développe, hein, donc et c'est là où il y a vraiment des enjeux, et là avec Covid-19, c'est un sujet aussi, hein, population vulnérable, gestion des réclamations, donc on va retrouver tous ces sujets. DDA, on l'a plus ou moins implanté, mais on reviendra dessus. Lutte contre la fraude externe, donc les puristes parmi vous me diront oui, mais ça c'est pas toujours la conformité, c'est vrai, c'est pas toujours la conformité, mais il n'est pas exclu que, comme ça s'est passé d'ailleurs avec la corruption avant Sapin 2, qui ne faisait donc pas l'objet vraiment d'une réglementation, dans le sens où il fallait mettre en place un dispositif, il n'est pas exclu que la même chose se passe sur fraude externe, donc la conformité intéresse s'y intéresser. De plus, vous savez, pour ceux qui connaissent bien le blanchiment, c'est qu'il y a des liens extrêmement forts entre blanchiment et fraude sur des activités IRD ou santé prévoyance individuelle et collective. On verra aussi évidemment lutte anticorruption. Donc ça, c'est un point qui est devenu, il y a des responsables anticorruption dans vos entreprises, hein. Donc c'est un sujet qui est intéressant. On a déjà eu, je crois, peut-être 2 décisions de l'AFA, on voit un petit peu mieux comment ça fonctionne. Protection des données, c'est un très gros morceau, je ne vais pas m'étendre, parce que moi je ne suis pas un grand spécialiste de la protection des données. Et puis éthique et déontologie. Voilà, ça me paraît aussi capital, parce que finalement, vous le voyez, vous êtes des professionnels, quelle que soit la qualité de vos normes, la qualité de votre procédure, et même de la motivation du top management, et de vos outils, j'allais dire même, votre dispositif va reposer sur la capacité des collaborateurs à identifier les risques et à engager la bonne action face aux risques. Donc c'est ce qu'on appelle les conductrices, ou dire conduite inappropriée. Donc on a besoin de bien comprendre dans quel cadre et pourquoi on a des conduites inappropriées. Donc c'est vrai que la DDA a apporté énormément, puisque enfin ça a bien mis sur la table le volet rémunération, qui était souvent à la source de pas mal de choses, mais il y a aussi ce volet éthique, les valeurs de l'entreprise, les outils. Donc il y a aussi une partie, l'éthique dans l'intelligence artificielle, qui sera traitée dans ce bloc 3. Le bloc 4, ça aussi, je pense que c'est un atout de cette formation. Vous le voyez, donc nous on le voit aussi avec nos clients. C'est difficile aujourd'hui, quand vous êtes compliance officer, que votre direction générale vous demande de faire évoluer votre modèle opérationnel, vous demande d'être plus efficace, vous demande de dépenser moins. C'est très difficile, parmi toutes les voies que vous allez explorer, de ne pas avoir une voie nouvelle technologie. Ce ne sera pas forcément l'option qui sera retenue à chaque fois, mais en tout cas, il faut avoir cette voie. Donc là, l'idée, on a de la chance, il y a les fintech, et dans ce métier de compliance, on a les regtech. Donc là, il y a énormément d'initiatives, de nouvelles technologies, donc vous les connaissez, intelligence artificielle, machine learning, data analytics, data viz, robotic process automation, et on a énormément de cas d'usage dans la compliance. C'est pour ça que c'est très important de faire un bloc là-dessus. Donc que ce soit des outils qui permettent d'écouter la voix et d'identifier une faille par rapport au devoir de conseil ou une non prise en compte d'une réclamation, que ce soit du machine learning dans le traitement dans la hiérarchisation des alertes qui sont générées par les outils de lutte anti-blanchiment, c'est classé par ordre de priorité, que ce soit du robotic process automation, quand à un moment donné, toujours dans le blanchiment, quand on a ces alertes premier niveau, on comprend qu'il n'y a pas toujours une grosse valeur ajoutée, dans le sens de dire est-ce que l'alerte est recevable ou pas, ça peut être fait par des robots. Donc là, il y a un sujet plus fraude externe, où là aussi on a de l'analytique, du machine learning, on a des cas côté santé prévoyance qui sont intéressants. IRD, je dirais qu'il y a déjà une certaine maturité. Donc ça, c'est le bloc 4, nouvelle technologie. Et donc sur ce slide, ce que vous voyez également, et c'est vraiment important parce que c'est comme ça que ça a été conçu, c'est ce que je disais au début, donc faire intervenir des professionnels. Donc là, il y a une liste d'entreprises qui sont en capacité d'apporter vraiment des témoignages concrets. Donc la plupart sont des compliance officers ou des responsables de contrôle interne ou de contrôle interne et risque opérationnel. Et surtout, vous le notez, il y a donc la CPR,
nous fera le plaisir justement sur ce bloc 1 de nous parler un petit peu de leurs attentes et niveau d'exigence. Donc ça, je pense que ce sera forte valeur ajoutée. La FFA qui est très active sur la partie conduct risque, avec 2 groupes de travail, donc 2 intervenants de la FFA, pour voir un petit peu comment eux ils essaient d'aider les professionnels sur ces challenges. Et puis derrière des noms connus aussi dans l'assurance, qui sur certaines des briques, je dirais des sous-thèmes de chaque bloc, viendront apporter leur témoignage en tant que compliance officer et adresser finalement ces enjeux. Donc voilà, dans une vue très rapide de ce slide, d'ailleurs, qui s'appelait version simplifiée du programme et des intervenants. Donc 4 blocs qui, à mon avis, nous permettent, alors évidemment, on est d'accord, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, mais qui nous permettent quand même de balayer les principaux enjeux au sein de ces fonctions de conformité et le lien avec les autres fonctions, plus un panel d'intervenants intéressants. Donc je ne sais pas si là-dessus, avant que je passe la main à Alexandra pour les volets logistiques, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Je crois que vous avez une petite fenêtre sur l'écran qui vous permet de poser quelques questions. Okay. Et après, j'y répondrai. Oui, je vois. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Merci Odilon. J'ai invité nos participants à poser des questions, effectivement. Yannick est en train d'écrire. Ok. N'hésitez pas. Oui, donc je regarde un peu les participants, ils sont en train pas mal de professionnels de la conformité. Bon, vous allez me dire, c'est pas étonnant. Bah, effectivement, c'est. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a qui sont en train d'écrire, mais pour l'instant, je ne vois pas les questions sur l'écran. Bah, effectivement, cette fonction conformité, elle se transforme. Hein. De toute façon, vous avez vu, les banquiers, ils l'ont depuis 2005, et bon, on voit qu'il y a quand même encore du travail, hein, que ce soit avec des scandales importants, je pense à Wells Fargo aux USA, par exemple, ou d'autres éventuellement en France, autour des produits, de la commercialisation des produits. On voit qu'il reste quand même pas mal de travail. Donc je vois ensuite, là j'ai une première question. Alors, tout le monde voit la question, Alexandra, ou il n'y a que moi qui vois la question? Donc en fait, cette question, donc je la lis. On va pas. Comment? Tout le monde la voit, oui, oui. Ok, donc, alors ça, merci. Je sais pas qui, je ne connais pas directement Mathieu Gray, mais ça, c'est un peu c'est un point avec lequel je suis toujours intéressé de parler de ça. Donc, merci pour la question. Alors, on ne va pas pointer du doigt certains acteurs, mais c'est vrai que à un moment donné, il y a eu ce débat un petit peu dans les entreprises en disant, voilà, il y a la réglementation, et puis autour de la réglementation, c'est ce que vous dites, il y a la soft law, et donc il y a toujours dans le lot forcément des puristes qui vont dire, moi, mes obligations, elles sont par rapport à la réglementation. Il y a même, sans les citer, des associations professionnelles qui ont essayé vraiment de se battre là-dessus, et qui ont passé du temps, dépensé de l'argent. De mon point de vue, c'était un combat qui était un peu perdu dès le démarrage, et si je suis vraiment en France, aussi l'avantage de ces vidéos, qui de toute façon, personnellement, je trouve n'a pas d'intérêt, puisque l'idée c'est de tendre vers des bonnes pratiques. Et d'ailleurs, avec le temps, on a vu que cette soft law, elle s'est quand même très améliorée. Pour moi, il y a vraiment eu un tournant avec les principes d'application sectorielle. Par exemple, je pense à l'assurance, la première fois qu'on voyait vraiment l'IRD qui apparaissait. Donc, que ce soit les lignes directrices, les principes de ligne directrice comme la dernière, le pilotage consolidé, donc n'importe quelle personne qui lit ça comprend bien que c'est tout à fait fondamental. Donc c'est quelque chose qui est appliqué. Les lignes directrices conjointes, le trésor ACPR, TRACFIN, trésor ACPR, toute cette soft law, il y en a d'autres que j'oublie, les documents, code de déontologie, les associations professionnelles, évidemment ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le référentiel de choses à respecter. Alors je sais que on peut à un moment donné se battre un peu là-dessus, et les juristes pourraient argumenter, mais entre-temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est préserver l'image et la réputation, et de toute façon, on sait que la CPR va prendre ça dans son périmètre, et c'est très difficile,
par rapport à quelque chose comme ça qui est dans la soft law, pas directement dans la réglementation, de chercher à argumenter qu'on a tout un tas de raisons valables pour ne pas l'avoir mis en place. Donc oui, pour bien répondre à votre question, pour moi, la partie soft law, elle est clairement dans le cadre d'intervention de la compliance. Autour des règles internes, c'est un petit peu différent, parce que là, dans votre question, il y a aussi règles internes, c'est un petit peu différent, je dirais que c'est un peu plus compliqué. Donc là, je préfère moins me prononcer, mais ce qui est certain, c'est que, je donne un exemple quand même, si je prends la politique conformité, c'est souvent quelque chose que j'aime bien voir, ou politique gestion des risques opérationnels quand il y en a, sous-traitance aussi, c'est très intéressant. D'ailleurs, sous-traitance, j'en ai pas parlé, mais évidemment, c'est dans le périmètre des blocs que j'évoquais tout à l'heure. Ben, c'est vrai que ça, c'est quand même des documents approuvés par le conseil d'administration. Donc moi, je vais effectivement avoir un peu cette rigueur. Après, pour une procédure LCBFT déclinée dans un métier, c'est un petit peu plus compliqué. Donc évidemment, ça fait partie du référentiel ou des critères de risque dans une classique, mais c'est un peu plus difficile à appliquer cette logique, mais évidemment, c'est à regarder. En revanche, une politique validée par un conseil d'administration, tout à fait, on peut considérer qu'on a reçu des instructions de la gouvernance du conseil d'administration et qu'on doit appliquer ces instructions. Comment préparer cette formation en amont pour un professionnel qui débute dans la fonction? Eh bien, je crois qu'il y a quand même un peu de doc. Alors moi-même, j'ai commis avec Alexandre Jaskowski un livre. Peut-être que ça peut aider. Il y en a sûrement d'autres qui sont intéressants. Il y a quand même pas mal de littérature. Hein. Il y a la Ruche de l'assurance aussi qui a publié des choses intéressantes sur ces articles. Donc je crois que ça dépend. Donc soit on est déjà chez une mutuelle, un groupe de protection sociale ou un assureur. Donc là on a déjà, pourquoi pas, aller discuter directement avec ceux qui occupent cette fonction, les futurs collègues, si je comprends bien la question. Donc eux, ils ont forcément des choses à faire. Il y a les rapports de la CPR dans la jurisprudence, de tout ce qui est sanctions sur le site de la CPR. C'est toujours extrêmement riche d'enseignements. Donc on peut aussi là trouver certaines choses. Voilà, puis après effectivement essayer d'identifier d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets. Je pense que c'est des bons moyens pour préparer la fonction, préparer l'entrée dans la formation. Alexandra, est-ce que tu veux reprendre la main le temps qu'une autre question arrive pour faire les aspects administration? Oui, avec plaisir. Oui, alors, je vous invite peut-être à consulter la diapositive suivante. La conformité. Ah, c'est toi qui les passes? Ok, excuse-moi. Peut-être, Odilon, terminer sur les objectifs pédagogiques du programme. Oui, alors, je vois qu'entre-temps, il y a une autre question. Les techniques de veille réglementaire, oui, tout à fait. En fait, dans les missions de la conformité, dans le bouquin qu'on avait écrit avec Alexandre, donc on avait essayé d'identifier, c'est vrai qu'on est consultant, donc parfois on est un petit peu déformé, on avait mis 8 étapes, alors il peut y avoir 6, 5, plusieurs façons de présenter. Oui, tout à fait, en amont, la première brique, c'est bien être au courant de ses obligations, avec cette partie réglementation, cette partie soft law, et surtout cette partie, j'en ai pas parlé, mais j'y reviens, puisque je vois que ça vous intéresse, sur de prospective, de veille prospective. Donc c'est notamment quelles sont mes obligations à la date d'aujourd'hui. La soft law, c'est mes obligations à la date d'aujourd'hui, même si ce n'est pas de la réglementation, c'est effectivement dans mon périmètre à respecter, plus mes obligations de demain. Veille prospective. Et ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, une fonction conformité qui est efficace sur la veille prospective, elle a souvent un apport de qualité vis-à-vis des métiers. C'est parfois d'ailleurs dans les bonnes pratiques qu'on peut remonter, on peut tomber sur des histoires comme celle-ci, où un métier a pu être informé relativement tôt d'une évolution réglementaire, parce que la conformité était dans une veille prospective, et du coup, ça les a permis de se préparer pour être sur le marché plus tôt que les autres au moment de sortir un nouveau produit. Donc effectivement, la veille réglementaire, alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des outils qui existent, mais c'est pas évident, parce que la veille, c'est capter un texte, voilà, donc là, c'est un premier enjeu, je dirais capter le texte, savoir quelles activités dans l'entreprise ça concerne, deuxième enjeu, après le fait d'interpréter ce texte, c'est vrai que les outils, de mon point de vue, mais je n'ai pas tout vu, on est d'accord, ne permettent pas forcément de voir ça, de bénéficier d'une interprétation du texte. Donc ça reste à faire en interne, et c'est un exercice qui est très sensible, puisqu'il y a aussi la veille qui est faite à l'intérieur de certains métiers,
D'ailleurs, un premier indicateur est de voir est-ce que dans vos processus, vous avez un processus veille réglementaire. Donc souvent, ça c'est une première étape qui est intéressante. Donc effectivement, sur les objectifs pédagogiques, on essaie de faire en sorte que pour une personne qui suive les 4 blocs, grâce aux différents intervenants et au programme, à la fin, elle a une bonne connaissance, c'est le slide 4 là, qui est projeté, du modèle opérationnel de la conformité et du modèle organisationnel. Ça, c'est quand même, je dirais, le plus important. Hein. Comment on s'organise, comment on travaille avec les lignes métiers, comment on est efficient, comment on économise, comment on s'appuie sur différents outils. Les missions de la conformité, donc là, on parlait de veille réglementaire, mais pas que, cartographie des risques, plan de contrôle, plan de conformité, formalisation des procédures, déclinaison des formation des procédures et des contrôles, déclinaison des procédures et des contrôles avec les lignes métiers, en appui sur les référents. Ensuite, le contrôle de la conformité, qui arrive évidemment une fois que les dispositifs ont été déployés, et après l'ajustement permanent, parce qu'en fait on déploie un dispositif, mais il doit rester vivant. Donc c'est-à-dire que j'ai positionné un certain nombre de capteurs dans l'entreprise, donc il y en a qui existent, les réclamations, les incidents dans le cadre de la gestion des risques opérationnels, mais également d'autres éléments, et je vais collecter ces informations et je vais me challenger avec ce qui remonte, et voir si mon exposition au risque est à revoir, si j'ai un dispositif de maîtrise de risque qui a évolué, qui est devenu défaillant, moins adapté. Donc il y a un ajustement pilotage permanent. Et puis après, il y a la relation, évidemment, avec l'externe, par exemple la CPR, mais pas que. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que tu m'as pas repris Alexandra, mais dans les intervenants, j'en ai oublié un qui est quand même capital, c'est l'AFA. Hein, puisque donc j'ai fait un zoom sur la CPR, un zoom sur la FFA. Et il y a l'AFA, je crois qu'il y a une journée entière quasiment dans le programme avec l'AFA. Donc en one-to-one, ça va être extrêmement intéressant, revenir sur les décisions, revenir sur les programmes, et nous on va essayer de participer un petit peu pour les pousser à vraiment aller au cœur de nos sujets. Vous voyez, donc ça, excusez-moi, si c'est quelqu'un de l'AFA, désolé pour ça, mais gardez en tête, effectivement, il y a l'AFA également. Donc, et puis, je disais, la dernière mission, le lien avec justement les autorités, DGCCRF, AFA, ACPR, CNIL, voilà, et le top management en termes de reporting. Ensuite, il y a donc le bloc 3, c'est justement ce qu'on essaie de dire, c'est pas qu'une vision réglementaire, un peu stratosphérique de la conformité. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment les apports qu'on peut avoir. C'est très opérationnel. Hein. C'est l'objectif, c'est de modifier la façon dont les gens travaillent sur le terrain. Donc, c'est la mise en œuvre concrète. Hein. C'est pas toper un texte et faire une procédure centrale, même si c'est un sujet, ça reste challenging, c'est vraiment le terrain. Et puis le bloc nouvelles technologies, donc savoir qu'est-ce que c'est les RegTech, comment les nouvelles technologies peuvent m'aider dans mes missions de conformité, quelles sont les initiatives intéressantes, quels sont les use cases. Donc ça va être un point fort. Et de fait, la dernière étape, le dernier objectif, qui est la gestion des risques de non-conformité, qui regroupe un peu les 4 blocs précédents. Merci Odilon. On peut peut-être passer rapidement, on s'était engagé sur une demi-heure de réunion, on va essayer de tenir. Malgré tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a tout à fait la possibilité, nous, de prolonger cette session. Sur les modalités d'inscription, je pense que cela vous intéresse également. Odilon a fait mention tout à l'heure de ces fameux blocs de compétences. Nous avons envisagé le parcours de telle manière qu'il est tout à fait possible de suivre les blocs de façon autonome. Vous avez la possibilité de vous inscrire évidemment à la totalité du cycle, donc suivre le parcours complet qui débutera le 18 juin. Nous avons décidé, au regard de la crise sanitaire, de débuter la formation en distanciel, ne pas prendre le risque. Donc nous avons travaillé depuis les premières annonces à adapter les contenus et les modalités pédagogiques à cette modalité, donc le distanciel, pour nous assurer la tenue de ces sessions, à savoir celle du mois de juin, 2 jours au mois de juin et 2 jours au mois de juillet. Nous serons tout à fait capables de tenir la formation en distanciel en septembre si cela était nécessaire. Donc ça, c'est important. Est-ce que tu veux intervenir, Odilon, sur le distanciel? Non. Alors maintenant, en plus, j'allais dire malheureusement ou heureusement, on a eu le temps de se roder.
Et tous les intervenants, c'est le cas. Donc, effectivement, il y a des outils, une fois qu'on les maîtrise bien, on arrive à garder quand même quelque chose de dynamique, d'interactif. Donc, ça ne doit pas être voilà, un sujet. Au niveau de il faut l'Institut du espérer que... oui, nous avons passé l'ensemble de nos formations en distanciel depuis le début du confinement, à savoir sur les formations ERM, DSA, la formation CEA également. Donc l'ensemble de l'activité de formation a été maintenue grâce à différents outils que nous avons choisis en fonction des objectifs à atteindre et en fonction des formations. Donc ça, alors, pour répondre à la question de Christelle, nous utilisons deux types d'outils. Nous avons LifeSize, qui est un outil de visioconférence qui a l'avantage de nous permettre de tous nous voir. Donc, ça, en fonction des interventions, on peut changer d'outil. On a Team qui fonctionne très très bien. Sur notamment la formation ERM, nous utilisons Team. Et LifeSize, pour les autres formations, qui est très bien perçu. Nous venons de recevoir l'ensemble des évaluations des stagiaires sur ces 3 parcours. Ils sont extrêmement satisfaits à la fois de la démarche, de la mise en place logistique et des interactions avec nos intervenants. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est un outil de webinar. Nous ne l'utilisons pas encore comme classe virtuelle pour tenir nos formations. Mais effectivement, ça pourrait être une option. Voilà. Donc, il y a une autre question. Oui, donc c'est vrai que sur les outils, ça dépend après de la taille des groupes. Bon, c'est vrai quand on arrive là, gardez en tête aussi qu'on a pris certaines options pour cette conférence, mais notamment on ne pouvait pas poser des questions directement oralement, mais il y a plusieurs options ensuite qui peuvent être activées. C'est vrai que le fait de voir la tête de tout le monde, personnellement, je trouve que c'est appréciable aussi. Je vois une dernière question de Laetitia. Oui, tout à fait. Donc, abordez-vous la définition du périmètre de la fonction clé avec d'autres métiers tels que la direction juridique? Oui, alors, bon, là, il y a plusieurs questions. Et après, sur l'élargissement du périmètre. Donc, je vais finir avec ces deux questions qui sont... Donc, pour répondre à votre question. Oui, tout à fait. Donc, il y a des outils. Alors, en général, les outils là, qui vont être utilisés sont autorisés. Le problème qu'on a parfois, c'est avec Zoom. Mais bon, ça, c'est pas un outil qui est retenu, je crois, par l'IRM. Zoom, effectivement, peut tomber sur certains endroits des entreprises qui ne le retiennent pas. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que sur le lien avec la direction juridique, donc déjà dans la conformité, on est d'accord, ce qui est vraiment important, c'est que l'entreprise soit en conformité. Le fait de savoir qui fait la mise en conformité, finalement, évidemment, c'est capital si rien ne se passe, mais je dirais que c'est secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un compliance officer qui n'est pas actif sur la partie veille réglementaire, dans le sens où celle-ci est faite par la partie juridique, par la direction juridique, ça ne va donc pas poser de problème. Évidemment, il faut être capable de démontrer à la CPR que cette direction juridique elle est efficace dans cette mission que doit confier la conformité de veille réglementaire, et montrer aussi que juridique et conformité collaborent et échangent régulièrement, de façon à ce qu'on ne perde pas de temps dans les informations qui sont transmises de l'un à l'autre. Donc, oui, c'est surtout ça en fait qu'on met un petit peu sur la table, c'est de dire qui fait quoi, mais beaucoup de choses peuvent être faites en dehors de la conformité par d'autres, et que ce soit acceptable si le dispositif, in fine, il est compliant. Simplement, il y a des gros enjeux en termes de reporting, c'est-à-dire que la conformité, si elle délègue quelque chose, évidemment, c'est son intérêt si c'est bien fait par d'autres, puis la conformité n'a pas vocation à rassembler 2000 personnes, mais à un moment donné, elle doit montrer qu'elle sait ce qui se passe. C'est fait par d'autres, mais je sais ce qui se passe. Je peux même aller voir sur place et je reçois les reportings. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est vrai que c'est sur le périmètre. Donc ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, je pense que quand vous regardez dans la réglementation, il n'y a pas vraiment la réponse à ça. Nous, on le voit, il y a d'ailleurs des missions de la CPR sur la gouvernance. Donc, moi, je pense que le périmètre sous la pression de la CPR est plutôt en train de s'élargir. Je pense par exemple à l'alimentation des modèles, le cas du pilier 1. Et je pense aussi même si tout ça n'est pas dans la réglementation, hein, on est d'accord, on observe des tendances, je pense aussi effectivement à certains risques liés au droit du travail,
dans lesquels il peut y avoir une responsabilité pénale d'un dirigeant. Je peux penser aussi à des notions comme d'autres risques RH, comme le harcèlement sexuel, les discriminations. Je vois avec nos collègues, nous, de l'OQS, donc évidemment, parce que ce sont des sujets porteurs de risques d'image et de réputation. Donc à un moment donné, si vous avez une fonction conformité dans une entreprise qui est efficace, quand elle prend un sujet, elle est capable de le mettre sous contrôle, ben, si vous êtes le DG, forcément, vous êtes un petit peu tenté de lui confier un ou deux autres domaines dans lesquels vous avez un petit peu moins confiance. Par contre, c'est un exercice, donc, et ça fait sens, puisque s'il y a de l'image et de la réputation, ça concerne quand même la conformité. Alors après, il faut aussi voir les choses de l'autre côté, c'est que la conformité, elle a quand même intérêt à avoir une feuille de route extrêmement claire et un périmètre clairement défini. Et ça, normalement, c'est dans la fonction conformité, dans la politique conformité, apparaissent les différents thèmes. Donc là, il ne faut pas des définitions larges, il faut vraiment que les thèmes soient posés. Mais tout à fait, dans ce qu'on est en train d'observer, alors comptabilité règles financière, ça c'est différent, c'est rarement le cas, donc ça c'est quand même plutôt un autre sujet. Par contre, les volets qui peuvent embarquer de l'image et de la réputation, ou certaines choses qu'on pourra assimiler à la conformité, comme les data dans les modèles, c'est vrai que là, petit à petit, il peut y avoir une ouverture sur d'autres thématiques. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Oui, alors, s'il y a une question pour toi, il y a deux questions pour toi, Alexandra, des questions un petit peu logistiques en termes de formation. Candidater, effectivement. Donc, comme vous le savez, cette formation a été donc repoussée au 18 juin. Nous avons décidé avec l'équipe de tenir les inscriptions ouvertes jusqu'au début juin. Je crois que c'est le 2 juin. Donc vous pouvez envoyer vos dossiers de candidature qui sont disponibles en téléchargement sur le site internet de l'Institut du risque management ou par email. Vous pouvez tout à fait demander le dossier comme cela. Je vois une petite coquille, et je vous prie de m'en excuser, le tarif privilège n'est pas à 6 930, c'est à 6 300 €. Il concerne les membres de l'Institut des actuaires et les stagiaires dont l'entreprise serait adhérente à la ROAM. D'ailleurs, l'Institut des acteurs, indirectement via son président, est aussi dans les intervenants, et notamment sur le lien entre les fonctions clés. Parce que là, évidemment, il sera bien placé pour parler des liens avec la fonction actuariat. Et les supports vidéo, donc en termes de support, je ne sais pas trop ce qui se fait dans les autres formations. Évidemment, on aura les supports des intervenants sous format PowerPoint. Effectivement, vous aurez les replays des interventions. Ce qui est pratique, c'est quelque chose qui est nouveau au sein de l'Institut du risque management, puisque en présentiel, on ne filme pas les cours. Donc, c'est vrai que c'est un plus. Et puis, je n'ai pas répondu à la question de Mathieu, pardon, pour donc le planning pour candidater, j'ai répondu. Vous avez quelques jours le temps que nous consultions le dossier de façon à s'assurer que le parcours de formation est bien en adéquation avec votre projet et qu'on va pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre projet professionnel en termes de développement de compétences. Nous répondons assez rapidement puisque là nous avons le groupe qui est bien constitué, il nous reste des places, donc on va étudier les dossiers qui arrivent. Là tout a été étudié aujourd'hui, donc au fur et à mesure on étudiera les dossiers par ordre de priorité, par ordre d'arrivée. J'avais une chose à vous préciser également, oui, c'est le planning de formation qui a donc été reculé puisque nous aurons donc 2 jours de formation par mois. Ça, c'est un rythme qui est important pour vous, pour vos organisations. Donc, on aura 2 journées complètes de formation par mois pendant 6 mois, hormis le mois d'août, évidemment, qui est un jour de congé pour l'Institut du risque management. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous inviter simplement à passer dans la prochaine salle. Vous avez toujours la possibilité de poser vos questions ici, mais je pense que là, on a presque terminé. Et de remplir ici le questionnaire de satisfaction, dans le module questionnaire de satisfaction, en cliquant
dessus, vous pourrez donner votre avis sur cet événement. Merci à tous, et puis j'espère qu'on retrouvera certains dans le programme. Merci Odilon, et je me tiens à votre disposition.